Ok. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir pour cette nouvelle rencontre avec l'immense Johann Sfar, l'auteur des 11 tomes, des 11 tomes du Chat du Rabbin, des 52 tomes de Donjon, de 15 carnets, de 9 romans, en tout plus de 300 livres, tout format confondu. C'est une très grande joie de te recevoir à nouveau après ta dernière visite pour la synagogue chez Dargaud, et On s'en fout quand on est mort, son carnet chez Gallimard. Merci d'avoir accepté de revenir aujourd'hui et demain aussi à l'occasion de la journée des librairies au fil du tram pour nous présenter en avant-première tes 2 derniers ouvrages qui sont ici, Et Dieu riait beaucoup chez Albin Michel et Riviera aux éditions Sonatine. Alors un petit mot sur Sonatine. Sonatine, c'est une très très bonne maison d'édition de polar, de littérature noire dans toutes ses nuances, qui fait une très jolie incursion dans la BD. Il y a déjà eu 2 très beaux albums que je vais vous montrer en noir et blanc par des auteurs américains. L'accident de chasse, qui se passait à Chicago, Fauve d'or à Angoulême, qui avait raflé tous les prix en 2020 et 2021. Et Caboche, qui est sorti l'année dernière, en 2022, avec un personnage de détective privé qui se passait à Los Angeles. Et qui a un détective privé qui avait perdu la mémoire et qui est aussi une excellente BD. Voilà, et aujourd'hui, donc, Riviera, par Johann Sfar, avec Nice comme décor, un décor digne d'un grand film noir, et avec un personnage génial, il porte bien son nom puisqu'il s'appelle Monsieur Formidable. Alors, tu avais déjà expérimenté les codes du polar au cinéma, avec l'adaptation du roman de Japrisot, La Dame dans l'auto, avec des lunettes et un fusil, et en littérature, avec Le Niçois et Farniente, chez Michel Lafon. Mais c'est ton premier polar en BD. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps? Et est-ce que tu as pensé à certains films ou certains vieux polars en l'écrivant? Alors oui à tout ça. En quelques mots, je vais vous raconter pourquoi je me retrouve chez Sonatine, parce que c'est à cause ou grâce à ma fille qui lit à peu près tous leurs livres. Elle me dit, écoute, ils font des choix extraordinaires, les moindres livres qui sortent, c'est extra. Et comme elle a meilleur goût que moi, j'ai fini par les rencontrer, on a dîné, et on s'est dit qu'on adorerait travailler ensemble, et donc ils m'ont dit, écris-nous un polar. J'ai pas vraiment de contrat d'exclusivité chez Albin Michel pour mes romans, mais je trouvais que ça aurait pas été élégant de faire un roman ailleurs que chez Albin. Et je leur ai dit, mais vous avez sorti un album de BD formidable, parce qu'il n'y avait pas encore eu Caboche, il y avait juste Accident de chasse. Et je leur ai dit, mais gardez-moi le format le plus grand possible pour un roman, et au format d'un roman, je vous ferai une bande dessinée. Parce que pour les gens qui me suivent de près, il vous a pas échappé que depuis 20 ans, je fais des bandes dessinées autobiographiques en noir et blanc, qui ont changé à plusieurs reprises d'éditeur. Enfin, je raconte ma vie dans des carnets. Mais malheureusement, dans ma vie, je tue jamais personne, je fais jamais de cambriolage. Globalement, je me fais mal au dos en faisant des bandes dessinées. Je suis relativement monogame. Enfin, ça fait une existence pas très intéressante à raconter. Et je me suis dit, mais imagine que quelqu'un qui ait une vie beaucoup plus intéressante que la mienne, c'est-à-dire un vrai truand, ait l'occasion de savoir dessiner. Donc j'ai fait un peu ça. Et une des motivations pour Riviera, ça a été un ami à moi, le pauvre, qui est un garçon très honnête, c'est pas du tout un truand. Il s'appelle Paul Boulakia et c'est le guitariste du groupe Cookie Dingler. Et c'est Femmes libérées, tout ça. C'est un des plus beaux mecs que je connaisse. Il est encore plus rasé que moi. Il a des chemises noires brillantes. Il est toujours à une table de poker. Quand il n'a pas une guitare dans les mains, il a un cigarillo. Et il a une élégance pas possible. Et je me suis mis à dessiner Paul dans une espèce de voyage vers Nice. Alors, il y a 2 livres qui sortent le même jour, donc Riviera et Dieu riait beaucoup. C'est pas seulement qu'ils sortent le même jour, c'est qu'ils ont été faits en même temps. Ils ont été faits à un moment où, pour des raisons que vous allez sans doute m'expliquer, j'ai eu envie de dessiner ou de décrire des vieux juifs qui allaient vers la mer. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vers Tel Aviv avec un rêve esthétique, et il y en a un autre qui, pour des raisons très économiques, est obligé de retourner vers Nice. Donc Riviera, c'est l'histoire. Rien n'est vrai, mais tout vient de détails observés. Vous vous rappelez qu'il y a eu cette pandémie et que le président de la République a pris la parole en disant que, quoi qu'il en coûte, il allait rembourser les commerçants qui avaient... Bon, le problème de mon restaurateur qui est dans le 9e à Paris, dans son restaurant cachère, c'est qu'il fait... Ça n'a rien à voir avec les restaurants cachères, je ne suis pas dans un cliché antisémite, enfin pas ce coup-ci. Son problème, c'est qu'il fait 70% de black. Donc les remboursements de Macron, ça ne va pas beaucoup l'aider. Et là-dessus, il se dit, je vais refaire mon ancien métier, je vais aller chez G7 et je vais reprendre un taxi. Et le patron de la G7 lui dit, écoute, tu fais partie des anciens, tu es un des rares mecs à qui je fais confiance,
et je voudrais pas que tu fasses taxi, je voudrais que tu fasses surveillant des taxis. Je voudrais que tu me dises si les collègues travaillent bien. Alors lui, ça le vexe, il dit, tu sais, j'ai des principes, je fais pas flic, je fais pas balance. Et l'autre, il dit, mais fais ça pendant 3 mois, ça m'arrangera. C'est pour rendre service, mais tu me promets que dans 3 mois, tu me donnes un sapin. Oui. Et l'autre fait ça pendant 3 mois, et 3 mois après, le mec de Sol 7e, enfin ce matin était assez éloquent sur ce point. Et je dois dire que du début à la fin, Riviera est plein de choses vraies ou réinterprétées à ma façon. Alors, parce que tu parles de bagarre, il y avait une très belle scène. Je vais revenir un petit peu après, peut-être sur la synagogue, mais de la rue de Loire. Donc, il va dormir, Monsieur Formidable, le personnage, va dormir à l'hôtel Riviera, juste en face de la synagogue. Et il va se souvenir d'une belle bagarre avec des skinheads une nuit devant la synagogue. Alors, je ne vais pas te demander si c'est du vécu, parce qu'on sait maintenant depuis la synagogue que tu cassais la gueule costume parisien. Mais là aussi, c'est une scène d'extrême violence. Est-ce que c'était. Moi, je l'ai dessiné dans la joie. Je l'ai vraiment dessiné dans la joie. Non, mais non, c'est très amusant. Ça me rappelle c'est une blague que j'ai mise parce qu'elle est bien. C'est une blague que racontait le rabbin Kling. Il y a des gens qui se rappellent du rabbin Kling ici. Je ne vais pas demander combien il y a de juifs dans cette salle. Quand j'étais petit à Nice, donc qu'est-ce qui s'est passé en France? Les Ashkénazes sont devenus de vrais citoyens. Ils ont cessé de croire en Dieu. Ils ont cessé de fréquenter les temples. Et les rapatriés du Maghreb sont arrivés et ont pris possession de synagogues laissées quasiment vides, entre autres la synagogue de la rue de Loire. Pour civiliser un peu cette population, on nous a envoyé un rabbin formidable qui s'appelait le rabbin Kling, qui est arrivé avec des rites un petit peu étrangers au rite algérois. Et chaque vendredi soir, on avait le droit au rabbin Kling avec sa voix de stentor qui chantait plus fort que toute la synagogue pour imposer ses airs sur les chansons, alors que les juifs de Nice chantaient autrement. C'est pas la question. Le jour de ma bar mitzvah, le rabbin Kling a raconté une histoire formidable, je sais pas pourquoi. Il a expliqué que les juifs n'avaient pas le droit de porter le Shabbat et surtout pas de porter de l'argent. Et il a raconté le drame d'un juif qui ouvre son livre de prière le Shabbat et qui trouve 2 billets de 500 francs dedans. Et il est bien embêté, il dit non, il trouve dans sa veste 2 billets de 500 francs et il se dit je peux pas les ramener à la maison. Donc pour pas qu'on me les prenne, je vais les mettre dans le livre de prière, et pour être sûr qu'on me les pique pas, je vais mettre les 2 billets à tu ne voleras point. Et il attend la fin du Shabbat pour revenir. Quand il revient, les billets n'y sont pas, mais il en trouve un des 2 à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je me suis dit que la pire chose qui pouvait arriver à Monsieur Formidable qui se retrouve à Nice avec un magot, c'est de se retrouver par un retour de religieux à la synagogue le Shabbat avec son magot, et il se dit je vais le planquer dans la synagogue, je viendrai le chercher après le Shabbat, mais comme il n'a pas la bonté d'âme chevillée au corps, il n'a pas confiance même en ses coreligionnaires, il décide de monter la garde devant la synagogue pour voir ce qu'il advient de son magot. Voilà. Donc voilà, c'est dit, mais vous mesurez que mon influence occulte est moins intense que voudraient le croire nos ennemis. Voilà. En tout cas, Pierre Cohen, le personnage principal de Jerry Bocuse, va se retrouver dans l'avion avec le personnage de Betoun. Et il lui fait une analyse des ressorts psychologiques de sa carrière, enfin voilà, de son arrivée en politique. Voilà, c'est vraiment brillant, et même si tu n'utilises pas son vrai nom, je pensais que ça serait pas mal de lui envoyer un exemplaire parce que ça pourrait l'éclairer. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que lui me fait pas rire. Mais mon personnage me fait marrer parce que dès qu'on entre dans le domaine de la fiction, comme on n'a pas besoin de prouver ce qu'on raconte, on peut partir dans une espèce de délire sur lequel, sans faire exprès, on risque de taper juste. Il y a quelque chose de tellement paradoxal chez certains personnages, il y a quelque chose qui sonne tellement faux, qui nous paraît tellement bizarre, qu'à part la fiction, à part le romanesque, on ne va pas réussir à dire quelque chose d'intéressant. Ce que j'essaye de raconter aussi, moi je ne fais pas des livres pour avoir des opinions, pour ça il y a Twitter, j'essaye de faire un portrait de mon époque, et faire un portrait de son époque, c'est être surpris soi-même par ce qu'on est en train de raconter. Par exemple, dans Dieu riait beaucoup, il y a Israël, où j'avais pas mis les pieds depuis pratiquement mon enfance, ou en tout cas depuis 20 ans, et où je reviens depuis peu pour des projets professionnels. J'ai des projets de séries télé là-bas, donc j'y vais pour voir des producteurs, pour voir des scénaristes, et je mesure à quel point à la fois c'est un pays formidable, et à la fois c'est pas mon pays. J'y suis très attaché, j'adore Israël, mais je serai toujours un Français là-bas, ce sont des codes qui me sont étrangers, et ils regardent, les Israéliens, avec beaucoup d'étrangeté un peu inquiète, la fascination que certains juifs français ont pour Israël. C'est-à-dire que quand ils arrivent avec plein la tête des rêves et des projets et des machins qui vont se fracasser sur le réel,
et qui vont, dans le ressenti, fatiguer un petit peu tout le monde à Tel Aviv. Donc mon Pierre Cohen, c'est le prototype du juif fatigant. C'est-à-dire, il arrive avec de grands projets pour Israël sans avoir demandé la permission à Israël. Et j'espère que c'est amusant. J'espère que c'est amusant. Parmi les choses qui le fascinent, ce sont les sportifs israéliens. C'est-à-dire lui, il arrive en portant sur le dos toute l'anxiété juive qu'on trimballe depuis des millénaires, et tout ce qu'il voit sur Instagram, c'est des jeunes garçons et des jeunes filles qui pratiquent le volley avec les pieds, qui sautillent, qui sont au club de sport du matin au soir. Il ne voit pas d'yeshivot, il ne voit pas Et évidemment, moi, quand j'ai interrogé mes camarades scénaristes israéliens à ce sujet, sur l'apparente bonne santé des jeunes Israéliens, il m'a dit, rassure-toi, c'est comme ailleurs pour les Juifs, c'est juste de l'anxiété. Voilà, moi, ça allait mieux quand il m'a dit ça. Mais bon, enfin voilà, c'est une histoire là-dessus. Un noir, un blanc, un juif, un chrétien et un transsexuel, ça voudrait dire qu'on a réussi l'intégration de toute l'humanité. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, il y a 20 juifs ensemble, 20 protestants ensemble, 20 transsexuels ensemble. Les gens, ils sont pas ensemble dans la vraie vie. Et moi, ce qui me rend difficile le travail, c'est l'impossibilité de faire un portrait du monde. Faire un portrait du monde, c'est raconter en permanence des choses révoltantes, des choses qui ne fonctionnent pas, des situations dysfonctionnelles, une humanité où l'amitié tombe pas de soi. Et donc, bon, avec Albertine, j'ai traité ça de manière rigolote, mais je vois le quotidien de beaucoup de camarades qui essaient de faire de la comédie, et c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Journaliste avec mon société indépendante Skinny et Media. Avez-vous travaillé avec les autres dessinateurs bande dessin comme Marjan Stratrapi, parce que les mêmes chaînes de satire et politique contre la religion et les gouvernements? Merci beaucoup. Oui, Marjane est arrivée dans l'atelier où on était avec mes camarades, qui s'appelait l'atelier des Vosges, autour des années, je crois, 1995-1996. Nous, on s'était rencontrés en 93 avec mes amis, avec Lewis Trondheim, Christophe Blain, Emmanuel Guibert, et on a très vite fait ensemble des bandes dessinées. Et je dois revoir Marjane bientôt parce qu'elle prépare un ouvrage collectif en faveur de l'Iran, donc je vais faire des dessins pour cet ouvrage. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points en commun. Ce que j'ai constaté après une trentaine d'années de métier et après avoir beaucoup voyagé, c'est qu'en général, les dessinateurs et dessinatrices s'entendent bien, quels que soient les pays d'où ils viennent, quels que soient les métiers qu'ils pratiquent. Marjane a dit une chose très jolie. Elle a dit nos gouvernements nous opposent souvent, alors que si on organisait des rencontres entre individus, on aurait de bonnes surprises. Il y a une part d'angélisme là-dedans, mais pas que. Et voilà. Donc oui, j'aime beaucoup Marjane, on est restés très proches. Et il y a eu, par la vertu de ces ateliers, puisqu'on a, depuis 1993, je travaille en studio, il y a eu d'abord l'atelier Nawak, ensuite l'atelier des Vosges, ensuite ce qu'on a appelé pompeusement la Société nationale de bande dessinée, la SNBD, qui a eu 2 adresses successives. J'ai toujours travaillé en atelier. Donc c'est bien de maintenir le travail collectif en bande dessinée. Oh, merci. Je suis curieux, particulièrement même les autres dessinateurs comme Pisha et Ralph Bakshi. Ah oui, très bien. Même Bakshi est américain. Ah oui. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez le profil de